day delivery, video, music, and more. With Prime. Bonsoir. La France a-t-elle un problème avec ses riches? Ces dernières semaines, tous les candidats à la présidentielle ont évoqué le revenu des plus fortunés. En temps de crise, les voilà montrés du doigt. Leur salaire s'envolerait, ils seraient de plus en plus riches, de moins en moins imposés, taxés et même prêts à s'exiler. Bref, à faire leur valise dès que l'air du temps ne leur est plus favorable. Alors, fantasme ou réalité? Et à partir de quel niveau de rémunération est-on vraiment riche en France? 7 000 € par mois, comme l'évaluent certains instituts. Nous avons rencontré et pu filmer quelques-unes des plus grandes fortunes françaises, enquêté sur les exilés fiscaux. Vous allez entendre comment, chez nous, aujourd'hui, les riches vivent leur bonne fortune. Regardez, dans la peau des riches, c'est un document signé Élise Le Guével, Arnaud Muller, Jean-Marc Doucnouk et Frédéric Prigent. Élise Le Guével répondra ensuite aux questions de Guylaine. Si Jean-François Gobertier a décidé de s'acheter un jet privé, pour la bagatelle de 2 millions d'euros, ce n'est pas vraiment pour le plaisir. On y va? On y monte? Allez. En 20 ans, il a fait le tour de France, jusque dans les coins les plus reculés, visité plus d'1 millier de terrains pour trouver l'emplacement idéal de ses 130 maisons de retraite. Et pour cela, il lui fallait un outil de déplacement. Comment je peux travailler correctement et comment je peux être efficace dans mon travail? C'était pas le fait d'avoir un jet parce que c'était contre nature pour moi, puisque j'avais excessivement peur en avion. Donc quand j'ai fait ça, je l'ai fait pour le travail, je me suis forcé de le faire. Il a fallu que j'attende une dizaine de vols avant d'être à l'aise dans cet avion. Voilà. Avec un patrimoine estimé à 600 millions d'euros, Jean-François figure parmi les plus grandes fortunes professionnelles de France. Lui et les 5500 emplois qu'il a créés. Si l'avion le laisse indifférent, il raffole des voitures de luxe. Jean-François en possède près de 50 et il nous emmène voir une partie de sa collection. C'est une Porsche qui est sortie à 1000 exemplaires. C'est une voiture exceptionnelle, c'est presque une voiture de course. C'est une Morgane. C'est un médecin qui a voulu la faire carrosser, parce que les Morganes étaient toujours décapotables. Parce que la passion se transforme souvent en business chez cet entrepreneur, il a décidé de louer ses propres voitures à des amateurs. Puis après, 50 voitures à vous tout seul, ça servait à rien finalement, c'est ça? ça sert à rien, parce que je roule toujours avec la même, donc je roule tous les jours avec la même. Donc ça sert à rien, c'est vrai. J'ai toujours aimé la voiture, la moto. Le point de départ est là. Et alors après, j'ai eu l'occasion, il y a quelques années en arrière, d'acheter 3 concessions automobiles à un ami qui était en difficulté. Et c'est ça qui m'a fait partir dans l'automobile. Et parmi les 50, c'est cette voiture grise d'une célèbre marque allemande qui a sa préférence. Pour rien vous le cacher, c'est une voiture que j'ai eue en 2004, j'ai attendu 4 ans pour l'avoir. Là, vous arrivez à la louer? Je la loue pas celle-ci. C'est celle que je préfère de toutes. Si je dois en garder qu'une, je garderai celle-ci. Pour ce fils d'ouvrier, assumer sa réussite n'a pas forcément été facile. Mais il s'est aujourd'hui affranchi du regard des autres, notamment parce qu'il sait le nombre d'emplois qu'il a créés. Je l'ai vécu très très mal pendant des années et maintenant je m'en fous totalement. Mais attendez, il faut voir ce que j'ai assumé. Hein. Il faut voir le nombre de personnes que j'ai embauchées, des copains que j'ai embauchés, il faut voir ce que j'ai assumé. Quand j'ai fait les trucs automobiles, là, c'était en dépôt de bilan. Pendant 4 ans, j'ai assumé les salaires de 30 personnes. Hein. Donc je veux dire, j'aurais pu en faire autre chose de mon argent. Hein. Le mot « riche » n'a jamais été autant prononcé que ces dernières semaines. À partir de combien est-on réellement riche? Quel est leur rapport à l'argent? Paye-t-il vraiment trop d'impôts? À travers le regard d'une héritière, d'un rentier et d'un entrepreneur, nous avons voulu nous glisser l'espace d'un reportage dans la peau des riches. Nous voici dans les locaux de Rue du Commerce, un des premiers sites marchands sur Internet. Chers amis, bonjour. It's time pour la réunion. Bon, il y a la téloche. Hein. Je suis désolé. Hein.
Patrick Jacquemin est un pionnier. Il a créé cette société de toutes pièces avec son associé il y a un peu plus de 10 ans. Organisation, budget. Alors planning, voilà. En 1999, le commerce sur Internet en est à ses prémices. Le planning sur... Le chiffre d'affaires de la start-up explose rapidement. Et Patrick atteint son objectif, devenir chef d'entreprise. Et nous, il faut qu'on passe devant tout le monde. C'est ça l'objectif. Bien sûr, quand on crée une entreprise, il y a plein de motivations. Il y a l'ego, j'ai envie d'être patron, j'ai envie qu'on me connaisse. Il y a la richesse, évidemment, j'ai envie de gagner de l'argent. Il y a le pouvoir, j'ai envie de manager. Il y a aussi l'intérêt intellectuel, j'ai envie de faire du marketing, j'ai envie de faire du commercial. Il y a tout un tas de choses qui font qu'à un moment ou à un autre, on entreprend. Mais il avait un autre moteur. Si sa société a vu le jour, c'est aussi au nom d'une promesse que Patrick s'est faite il y a longtemps. Devenir riche et libre. Et je vais là. À 25 ans, le jeune homme n'a pas le baccalauréat. Il vend des assurances en porte-à-porte. Et pourtant, j'ai un petit bureau. Il se promet d'avoir un jour les moyens d'arrêter de travailler. Et profiter de ce qui m'intéresse. C'est pas profiter de la vie, je m'achète une Ferrari et je vais sur mon yacht. C'est faire ce qui m'intéresse, ce que j'ai au fond de moi. Et mes passions. Et le travail n'est pas forcément une passion pour tout le monde. Hein. Il y a plein de gens pour qui c'est pas une passion d'ailleurs. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, bon alors, qu'est-ce qui est... À quel âge je serai encore en bonne santé? J'aurai encore de la dynamique. Et qu'est-ce qui est réaliste? Est-ce qu'en 3 ans, je peux m'affranchir de l'obligation de travailler, donc de 20 à 28 ans? Non, c'est pas réaliste. Donc je me suis fixé un objectif de 45 ans. C'est aujourd'hui chose faite. En 2005, la société rentre en bourse. Il y a quelques mois, Patrick a revendu ses parts. Il a gagné en tout 20 millions d'euros. Il ne revient que ponctuellement dans l'entreprise. Au départ, ce sont ses 3 enfants qui ont eu le plus de mal à s'habituer. Alors il revenait le soir de l'école et il me disait « Papa, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» Et alors une fois, 2 fois, mais tous les soirs ça revenait. Du genre « Papa, t'as glandé aujourd'hui toute la journée, non ?» Et à un moment, j'aurais dit « Écoutez, j'ai bossé comme un Turc pendant des années. Et maintenant, j'ai acquis cette capacité de faire ce que je veux. Et c'est pas pour vous rendre des comptes. » Vous n'avez pas le sentiment d'être un rentier? Si on peut appeler rentier quelqu'un qui vit de l'argent qu'il a acquis ou qu'il a, oui, je suis un rentier dans ce cas-là. Voilà, mais qu'il a conquis âprement. Viens là. Allez les chiens, vous remuez aujourd'hui. Hein. Florence Catiard et son mari Daniel se sont aussi posé la question lorsqu'ils ont vendu les magasins de distribution dont ils avaient hérité. Que faire de tout cet argent? Balloon, allez, viens. Une année de réflexion, et en 1990, le couple décide de s'offrir le domaine Smith au Lafitte, dans le Bordelais, pour plus de 30 millions d'euros. C'était pas une évidence de se vous lancer dans le vin au départ? Dans le vin, non, c'était pas évident pour nous, parce qu'on venait d'un milieu de sport et aussi d'entreprise, parce qu'il y avait quand même une tradition chez les parents de Daniel. Alors on dit souvent que c'est la première génération qui construit, la deuxième qui développe et la troisième qui coule. J'espère que ça ne sera pas le cas avec nos petits-enfants. Aujourd'hui, le terroir a doublé de valeur. Et la cuvée 2009 vient de remporter les meilleures notes, attirant des clients fortunés du monde entier. C'est notre plus vieille bouteille. Elle a un fond très épais. Elle date de 1878. À l'époque où les dames avaient des robes à cerceau. Vous pourriez cuisiner avec, non? Non, cuisiner, non. La cuisine, c'est juste pour les vins de bas de gamme. Florence ne se sent pas riche. Elle préfère le terme privilégié. La famille Catiard figure pourtant dans le palmarès des 300 plus grandes fortunes françaises. Et quand on évoque avec elle les problèmes de la société d'aujourd'hui, elle pense avant tout à l'écologie et à la planète. Les inégalités sociales, par exemple, c'est quelque chose qui vous tient à cœur ou pas?
Si je réponds honnêtement, oui, mais peut-être pas dans le sens où tout le monde l'entend. C'est pas à moi d'en parler. Je trouve que ce qui est très difficile, c'est quand effectivement il n'y a pas d'ascenseur social. Mais c'est vrai aussi que il y a peut-être, on peut aussi avoir plus d'espoir, plus de pensées positives et plus de vista intérieure qui vous pousse à vivre à votre maximum. En vraie libérale, Florence préférera toujours la liberté d'entreprendre à l'égalité. Elle considère que les Français ont un problème avec les riches, contrairement aux Américains. Aux États-Unis, les gens se disent, dans quelques semaines, 6 mois, 1 an, c'est moi qui serai riche et qui gagnerai des millions ou des milliards de dollars. Exactement. Ça, c'est très important. Donc, tout le monde se bat pour ça. Pour moi, c'est très important ce qu'il dit parce que c'est vraiment l'histoire de l'Américain qui voit passer une belle voiture. Si par exemple il a une voiture, ce qui n'est pas mon cas, mais ça peut arriver, et qui dit « un jour, je conduirai cette voiture ». Et le Français voit passer la belle voiture et il dit « ah, ces salauds de riches ». Les riches Français se sentent épiés et montrés du doigt. Mais au fait, comment se perçoivent-ils eux-mêmes ? À Paris, nous retrouvons Jean-François Gobertier, le bâtisseur de maisons de retraite et amateur de belles voitures. Cet acharné de travail vient de monter un nouveau projet, les Villas Sully. Oui, je vais m'asseoir. Des appartements ultra domotisés qui s'adaptent à la perte d'autonomie. Vous rentrez. Au niveau de la cuisine, le plan de travail est réglable en hauteur de façon électrique. Ça veut dire quelqu'un qui devient handicapé, qui est obligé d'être dans un fauteuil roulant, pourra utiliser la cuisine qui va s'adapter à lui. C'est-à-dire que le plan de travail va monter. Exactement, exactement. Et on a le principe du chemin lumineux qui va pouvoir être déclenché lorsque la personne se lève du lit en pleine nuit pour aller allumer la salle de bain et jusqu'à la cuisine, pour éviter les chutes, en fait, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il faut avoir... Classé 76e fortune française, Jean-François fait partie des très riches. Et pourtant, comme l'immense majorité des personnes que nous avons rencontrées, il a du mal à assumer ce terme. Ouais. On a l'impression que le mot vous gêne. Oui, parce qu'on ne peut pas le, comment dire, ce terme de riche veut rien dire. Il y a l'aisance, il y a une valeur d'entreprise, une valeur peut-être de patrimoine qui permettent de faire des choses. Mais riche... On a l'impression que c'est presque une insulte, ce mot. Comment ? On a l'impression que c'est presque une insulte, ce mot. Il n'est pas approprié, voilà, pour moi. À moi, en tout cas. Peut-être à d'autres, mais pas à moi. Et si le riche, c'était toujours l'autre ? Personne ne le revendique. Nous avons donc cherché la réponse du côté des statistiques. À partir de combien est-on riche ? Ce qu'on constate sur cette courbe, c'est que vous avez ici jusqu'à 3 000 € par mois. 80% de la population gagne moins que 3 000 € par mois. Au Crédoc, on considère qu'au-delà de 3 000 € par mois, on fait partie donc des 20% de la population les plus aisés. Et 7 000 € par mois, c'est la porte d'entrée des 1% des Français les plus riches. Quand on regarde à 7 000 € À partir de là, il ne reste plus que les revenus s'envolent. la population. Si vous prenez le chanteur le mieux payé l'année dernière, par exemple, lui, il ne rentre pas du tout dans le graphique, il serait dans le couloir. Si on regarde ce qui se passe pour le patron du CAC 40 le mieux payé l'an dernier, lui, il n'est pas dans le couloir, il est dans l'immeuble d'à côté. Et en 2008, il y a eu un trader qui a gagné 3 milliards d'euros. Et alors lui, si on voulait dessiner sa place sur le graphique, il faudrait prolonger le graphique et aller de Paris jusqu'à Marseille. On pourrait pointer son niveau au niveau de Marseille. Thierry Pêche est rédacteur en chef du magazine Alternative économique. Il s'est intéressé aux ultra-riches, ceux qui sortent du graphique, les 0,01% des Français les plus aisés. Et depuis 10 ans, les revenus de cette catégorie ont explosé. Entre 2004 et 2007, l'ensemble des Français ont connu une augmentation de leur pouvoir d'achat d'à peu près 9%. Dans le même temps, tout en haut de la distribution,
chez les très riches, cette augmentation a été de 40%. Donc les écarts sont en train de se creuser très considérablement. Et ce qui a fait l'augmentation fantastique des revenus des très riches ces 10 ou 15 dernières années, c'est beaucoup l'inflation des actifs. Traduire les revenus de la bourse et de l'immobilier. Patrick Jacquemin, l'homme qui voulait être riche pour être libre, en est un parfait exemple. Il y a de la bière, il y a de l'ice tea si vous voulez. Tiens. C'est l'introduction en bourse de sa société qui a fait sa fortune. Depuis qu'il a revendu ses parts, Patrick se consacre à ses passions, l'écriture, les animaux sauvages et le voyage. On remonte ici, on fait la mer d'Aral, et là on redescend tout le Kazakhstan, Baïkonour, là où partent les fusées. Je suis passé devant, j'ai failli rentrer, mais ils m'ont expulsé, qui était là. Il a fait Paris-Vladivostok à moto, 20 000 km de terre sauvage et d'aventures au bout du monde. La moto, le pneu, mes valises, toute ma vie là-dedans, pendant 2 mois et demi. Grâce au miracle de la bulle Internet et à son instinct d'entrepreneur, Patrick a gagné ses millions très vite, en quelques années. Trop d'argent, trop vite, il accepte d'en débattre avec nous. Est-ce que vous avez l'impression, finalement, que tout l'argent que vous avez gagné, vous le méritez? C'est une question très très difficile, très difficile. Dans la société dans laquelle on est, je peux considérer que je le mérite. J'ai pas le bac. J'ai commencé à vendre des assurances en porte-à-porte à Sarcelles, le soir. Donc, j'ai fait mon chemin pour arriver à ça. L'argent que j'ai, je ne l'ai pas pris, je l'ai gagné et j'ai créé de la valeur. J'ai créé de la richesse pour la France. Je crée de la richesse, je crée plus de 1000 emplois, la société paye des impôts, je paye plusieurs millions d'impôts. On me dit, Monsieur Jacquemin, est-ce que vous êtes bien à l'aise d'avoir de l'argent? Où est le problème? Le mérite justifie-t-il des rémunérations qui s'envolent? Nous avons voulu poser la question à des grands patrons. Mais plus on est riche, plus le sujet devient tabou. Le 13 mars dernier, nous nous invitons à un colloque de l'AFEP, le plus puissant lobby économique de France. Il rassemble quasiment tout le CAC 40. Mais ce que je vous propose en guise d'apéritif... À la tête de l'AFEP, Maurice Lévy, patron de Publicis et garant de la bonne conduite des patrons français. Il y a quelques mois, c'est lui qui a lancé un appel aux riches. Mais en 2010, en pleine période de crise, la rémunération des patrons du CAC 40 a augmenté de 34%. Élise Le Guevel d'Envoyé spécial. Oui. Est-ce que 3,6 millions d'euros, ça vous semble socialement acceptable en ces périodes? Je ne sais pas, la société dit ce qu'elle veut là-dessus. Moi, je sais ce que j'ai fait. Je veux bien aussi que vous regardiez un peu ce qu'était Publicis en 1995 et Publicis aujourd'hui. Que vous regardiez par exemple le nombre d'emplois. Combien nous étions, combien nous sommes aujourd'hui. Combien d'emplois vous avez créé? Mais vous pouvez regarder les chiffres, puisque vous êtes du journaliste avéré et que vous êtes quelqu'un qui va s'intéresser à ça. Vous n'allez pas vous arrêter à l'écume des jours. Vous avez raison. Donc vous allez faire ce travail. Vous avez peut-être une petite idée, c'était pas du tout pour... très précise, parce que je connais mes chiffres. Donc je vais vous laisser le soin de faire un travail de journaliste. Ça me fera très plaisir. Son entreprise a aujourd'hui créé 54 000 emplois. Mais il y a un autre chiffre que Maurice Lévy a omis de nous donner. 16 millions d'euros. C'est le montant du bonus des 4 dernières années qu'il va recevoir en 2012, en plus de sa rémunération. L'un des plus gros chèques jamais versés à un dirigeant. La crise a accru les différences et affûté les consciences. Depuis la suppression du bouclier fiscal, les riches ont-ils le sentiment que l'étau se resserre? Il n'y a pas d'entrée. C'est du pot-au-feu. Florence Catiard reçoit ce soir à dîner 2 Suédois très fortunés, des clients potentiels. Une soirée de plaisir, de dégustation et surtout d'affaires. Pour un vin si jeune, il est fantastique.
Il est excellent tout de suite et encore meilleur plus tard. Nous perturbons quelque peu l'harmonie de la soirée en leur demandant ce qu'ils pensent du débat actuel sur le niveau de contribution des riches. Si vous commencez à trop taxer les gens et qu'ils se sentent plus ou moins dupés, alors ils vont essayer de trouver des parades. Soit ils vont partir, et soit ils vont chercher des moyens d'échapper à l'impôt. Et là, ce sont les avocats et les conseillers qui vont gagner beaucoup d'argent. C'est vrai que nous, ce domaine, on veut le transmettre, par exemple. Bon, pour l'instant, c'est encore jouable, mais imaginons que ça remonte et qu'on puisse plus transmettre. Dire les impôts, c'est ça? Oui, imaginons que je parle des taxes sur l'héritage, sur la transmission, sur la succession, elles sont déjà lourdes, mais c'est encore acceptable. Imaginons que ça monte encore, ça sera intolérable. Un peu de concentration. Selon Florence, montrer les riches du doigt relève de la démagogie. Plus grave, cela appauvrit le pays, car certains ont déjà fait leur valise. Je comprends parfaitement des amis qui s'en vont. Et nous, on est un bon baromètre. Parce qu'avant, à Genève, à Londres ou à Bruxelles, on retrouvait peu d'amis. On les voyait à Paris. Je vous jure qu'à notre petit niveau, sur les 5-6 dernières années, on voit 50 amis à Bruxelles, autant à Genève, un petit peu moins à Londres. Bruxelles est-elle devenue le 21e arrondissement de Paris? Le refuge des riches qui ne se sentent plus compris. Nous décidons de nous y rendre. Ravi de vous accueillir. Maître de Kayser est un des 4 ou 5 avocats fiscalistes qui conseillent les riches français. Vous voyez la France et la Belgique. Vous avez... Ce qui les attire en Belgique, c'est que le patrimoine n'est quasiment pas taxé. Du côté français, il y a l'impôt sur la fortune, l'impôt sur les successions et sur les plus-values. Côté belge, quasiment rien. Donc c'est clair. ISF, pas d'ISF, donation jusqu'à 45% inévitable, 0% en Belgique, plus-value 32,5%, 0%. Oui, si vous permettez, j'ai de la... Depuis l'annonce de François Hollande de vouloir taxer les plus riches à 75% de leurs revenus, la tendance se confirme. Il reçoit une vingtaine de requêtes par mois. Il y a une certaine fébrilité aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de demandes d'informations, des gens qui viennent ici, donc ils se déplacent, ils veulent avoir des informations, ils veulent voir comment ça se passe, voir le cadre immobilier, rencontrer des gens, voir si on parle la même langue. Ils viennent là, ils prennent leurs informations et puis ils vont réfléchir et il est probable qu'un grand nombre de personnes prendront une décision entre maintenant et 2-3 mois après l'élection. Bonjour monsieur, entrez. Bonjour maître. Vous allez bien? Mais très bien, installez-vous. Maître de Kayser reçoit aujourd'hui un de ses clients installé ici depuis 5 ans. Un des 20 000 Français ayant franchi le pas. Jean-Claude a quitté l'Hexagone, presque sans regret, après avoir vendu sa société. Je ne sais pas s'il existe des vrais pauvres en Belgique. Oui, certainement. Non, il ne faut pas se faire d'illusions. Il a fui ce qu'il appelle un climat démagogique et égalitariste. En Belgique, plus on avance dans la vie, plus on est conservateur. Et plus on a peur de perdre son capital. Alors là, avec ce qu'on raconte, et ce qu'on entend, et ce qu'on voit depuis des années en France, on s'étonne que les gens partent. Moi, la première fois que j'ai fait ma déclaration ISF, j'ai été très mal. Vous ressentez ça un peu comme une inquisition dans votre vie privée. Et pour les très grosses fortunes, il y a la Suisse et son fameux forfait fiscal. Un tarif fixé à l'avance, indépendant des revenus ou du patrimoine. Des grands noms de la chanson française et des sportifs très connus ont choisi de s'y établir. Comment rencontrer ces prestigieux compatriotes? Nous décidons de nous rendre au golfe très privé de Colonie, tout près de Genève.
Excusez-moi mesdames, bonjour. Nous sommes journalistes et nous faisons un reportage. Ah non, c'est pas l'endroit. C'est pas l'endroit? Non, vous n'êtes pas bienvenus. On n'est pas les bienvenus? Non. On cherche juste des Français installés en fait ici en Suisse. Français installés, ça existe ça? Bah, je ne sais Des pas. Européens en Suisse alors. Excusez-moi mesdames, bonjour. On fait un reportage sur l'exil fiscal. Vous savez, les Français qui fuient les impôts. Ah oui. Et on nous a dit qu'il y en avait beaucoup ici. Oh, ça sera très compliqué. Personne parlera. Personne parlera, vous croyez? Difficile de percer l'anonymat de ces Français. François Michelou en connaît un certain nombre, puisqu'il les aide à s'installer en Suisse. Un service clé en main, du permis de séjour, au choix de l'école pour les enfants. Ça va, bienvenue. Merci. Ce jour-là, il va visiter un appartement de luxe dans la ville de Montreux. Oh mon Dieu. C'est énorme. Hein. Un emplacement qui pourrait plaire à ses clients. Alors là, il n'y a personne qui vous voit. Hein. Incroyable. Quelle surface il fait? Alors cet appartement fait environ 600 mètres carrés. Ah d'accord. Oui. Voici une des chambres principales. Oh là là, quelle lumière, hein, quelle lumière. 6 chambres, 7 salles de bain, pour la modique somme de 13 millions d'euros. Ah, français, fick stark. L'emplacement est parfait, mais il est trop grand et surtout trop cher pour ses clients. Mais ça, pour un roi du pétrole, ça serait pas mal, ou alors un riche russe. Voilà. La semaine dernière, François Michelou a installé 2 familles, des riches contribuables qui s'inquiètent d'un système fiscal trop instable. En France, depuis 15 ans, les mesures s'enchaînent et modifient à chaque fois les règles du jeu. La perspective de voir un retour des socialistes, c'est simplement un facteur de plus dans une série de facteurs concordants, si vous voulez. Je pense que c'est très simple. Hein. Sarkozy a été un espoir pour les riches français. Ils se sont dit, bah, un président comme ça, quand même raisonnable, qui comprend nos intérêts, qui ménage la chèvre et le chou, mais disons qui a quand même compris le problème des gros contribuables, avec son bouclier fiscal, ça a dissuadé pas mal de gens de partir en Suisse. Mais de voir que ce système-là a été défait par son initiateur même, hein, les gens ont perdu tout espoir, parce qu'ils se disent, mais si c'est de nouveau la droite, ils vont pas refaire un bouclier fiscal, il faut voir les annonces qu'ils font maintenant, et puis si c'est la gauche, on va devoir payer des sommes d'impôts qui sont énormes. En 2011, moins de 0,4% des Français soumis à l'ISF ont quitté le pays. Mais ceux qui partent ont les valises pleines. Certains économistes estiment la perte fiscale à 7 milliards par an. Peut-on vraiment dire que l'impôt est confiscatoire en France ? Les plus riches souffrent-ils proportionnellement plus que les autres de la pression fiscale? Cet économiste nous dessine la courbe des impôts. Et lorsque l'on dépasse la barre des 1% des Français les plus riches, surprise, les taux diminuent. La courbe, elle plonge parce que les plus hauts revenus, ils n'ont essentiellement plus de revenus du travail qui sont, eux, fortement imposés dans nos barèmes d'impôts. Ils ont essentiellement des revenus du capital qui, eux, sont moins taxés dans notre système fiscal. Le capital, moins taxé que le salaire. Et certains profitent de la brèche. Nous nous sommes invités en caméra cachée à un petit déjeuner, organisé dans un grand restaurant parisien par un cabinet de conseil. Officiellement, nous sommes les patrons d'une PME. Autour de la table, une 50aine d'autres chefs d'entreprise. Par d'optimisation, est-ce qu'il est préférable d'avoir 200 000 euros de salaire fixe ou d'avoir 160-40, dont 40 hors charge, 40 hors impôt? Ce consultant propose ce que l'on appelle de l'optimisation fiscale, ou comment, à l'aide d'un montage financier complexe, transformer une partie des salaires des meilleurs managers en revenus du capital, beaucoup moins taxés. Avec les frais de gestion d'ailleurs. Il y a combien d'impôts? Zéro. Toutes les banques, tous les groupes industriels, tous les grands groupes aujourd'hui, et les autres, nos clients, ont tous
les systèmes d'hébergement. Un jeu de passe-passe totalement légal, contre lequel le fisc n'a aucune parade. Le consultant, un ancien trader, va nous proposer de faire des miracles. Dans l'univers textile, c'est ça? Oui, textile. On accompagne. Bien sûr. Eh ben, appelez-eux. Là, vous parlez de moi. Repensez. Lorsqu'il y a une rémunération, et ça crache, ça crache. Loin des restaurants parisiens et des conseils de traders, Jean-François Goberti assiste cet après-midi à une compétition de boules lyonnaises. Ce n'est pas un amateur comme les autres, car c'est lui qui l'a financé. Parmi nos spectateurs, Jean-François Goberti. Sans lui, cette compétition n'aurait pas pu avoir lieu. Et je vais vous demander tous des applaudissements pour notre ami Jean-François Goberti. Chaque année, Jean-François donne plus de 500 000 € pour ce sport. Sa façon à lui de redistribuer son argent à son milieu social d'origine. C'est toutes les personnes que j'ai admirées. Je vois des joueurs que je regarde depuis 50 ans jouer, qui sont là encore. La boule lyonnaise, c'est ça, c'est une fête. Il y a des joueurs de 20 ans, 18 ans qui jouent avec des joueurs de 60, 70 ans. Et l'argent ne vous sépare pas? Non. Peut-être au début, peut-être quand ils ne me connaissaient pas bien. Mais aujourd'hui, je suis un des leurs. Jean-François dit n'avoir aucune raison de quitter la France. Mais une éventuelle alternance suscite chez lui quelques inquiétudes. Florence Catiard est trop attachée à ses vignes pour rejoindre ses amis à Bruxelles. Mais elle espère ne pas le regretter un jour. Patrick Jacquemin déborde de nouveaux projets. Mais s'il remonte une entreprise, il nous a avoué ne pas être certain de le faire en France. Élise, parmi les clichés qui circulent sur les riches, il y en a un qui a la dent dure et que vous avez d'ailleurs expérimenté, c'est que les riches n'aiment pas la lumière et qu'ils préfèrent vivre cachés. Alors est-ce que cela a été difficile de réaliser ce reportage ? C'est vrai que parler d'argent, parler de ces questions-là reste tabou en France. Et à la fois, c'est une question très passionnelle et c'est pas étonnant que cette question-là ait surgi à ce moment-là dans la campagne présidentielle. Ce qui m'a vraiment étonnée quand j'ai commencé à préparer ce reportage, c'est que la plupart de mes interlocuteurs m'ont dit « Mais pourquoi vous m'appelez ? Je ne suis pas riche ». Alors que c'était des personnes qui avaient une fortune avérée. Donc c'est un mélange de pudeur, de discrétion, mais aussi de déni. Le riche, finalement, c'est toujours l'autre, c'est celui qui gagne plus que vous. Alors, on le sent bien dans votre reportage, personne en France ne se sent riche et pourtant il y a bien des critères objectifs. À partir de combien exactement aujourd'hui en France on estime qu'on est riche ? Puisqu'on ne peut pas se fier à leur subjectivité, finalement à la perception qu'ils ont de la réalité, le mieux c'est de se baser sur les chiffres. À partir de 4 000 € par mois, par personne, vous faites partie des 10% des Français les plus aisés. Quand vous gagnez 7 000 € par personne, vous entrez dans la catégorie des 1% des Français les plus riches. Et si vous gagnez plus de 80 000 € net par mois, vous entrez dans un cercle très restreint, celui des 0,01% des Français les plus aisés. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la catégorie des riches n'est pas une catégorie homogène. Il y a des immenses disparités entre les moins riches, chez les riches, et les plus riches. Et les revenus s'envolent à la fin. Ce qui fait que la pauvreté, finalement, n'a pas de plancher, mais elle, la richesse... Pardon, la pauvreté a un plancher, mais la richesse n'a pas de plafond, elle est sans limite. Elle n'a pas de limite. Alors, est-ce que ça veut dire aussi que la France s'appauvrit, qu'il y a de moins en moins de riches aujourd'hui en France ? On ne peut pas vraiment dire que la France s'appauvrit. Par contre, on peut dire que les riches s'envolent. La France n'est pas encore les États-Unis, c'est-à-dire que nous avons beaucoup de millionnaires, mais peu de milliardaires. En revanche, il y a un chiffre très intéressant. L'INSEE l'a sorti entre 2004 et 2007, le pouvoir d'achat de la population globale a augmenté de 9%, alors que le pouvoir d'achat des riches a augmenté de 40%. Donc on voit bien que les inégalités se creusent. Et ça, c'est finalement un phénomène assez récent des 30 dernières années. 30 dernières années, le capitalisme a changé de nature. On est passé d'un capitalisme industriel à un capitalisme financier. Il y a 40 ans, c'était inimaginable de penser gagner des millions d'euros en quelques années. Aujourd'hui, c'est possible. Et c'est finalement ce creusement des inégalités qui fait que les tensions sociales sont exacerbées et que cela émerge dans le débat. Et que la question est aussi passionnelle. Donc merci Élise. Merci.